Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Laure Kichel, présidente de Global Sovereign Advisory. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va parler des grands risques souverains parce que vous êtes présidente donc, de GSA, société de conseil au gouvernement en matière de dette souveraine, pays donc, à qui vous apportez votre expertise. On essaye. Voilà. Quels sont ces pays-là? On peut les citer? Il y en a combien? Non, on garde la confidentialité, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on conseille plus de 30 pays dans le monde et on est présent sur tous les continents. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir le pouls des pays dans des continents qui ont des dynamiques extrêmement différentes. Alors, c'est intéressant de revenir parce que vous avez accompagné à l'époque Alexis Tsipras sur cette restructuration de la dette grecque. On a un peu de recul maintenant, c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan. La Grèce qui est quand même sortie, il faut le noter, fin 2023 du purgatoire financier puisque sa dette publique est sortie de la catégorie spéculative. Je crois que c'était l'agence Standard & Poor's. Standard & Poor's le 20 octobre, absolument. Voilà. À combien s'endette? C'est intéressant. On se rappelle, au pire, c'était quoi, 40-50%. Enfin, c'était insupportable. On est à combien aujourd'hui? Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de rappeler, c'est qu'il y a même eu un moment dans lequel il n'y avait plus aucun marché qui voulait prêter pour la Grèce. Donc, c'est même plus une question de 100%, il n'y a plus de liquidité. Alors, les circonstances, pour répondre à votre question, sont maintenant complètement différentes parce qu'il y a eu des changements économiques. Mais parce qu'il y a eu un grand changement fondamental dans les taux, c'est que la Grèce a pu accéder au QE, quantitative easing, ce qui n'était pas le cas lors de la plupart de la mandature Tsipras. Et ça a évidemment complètement changé la donne, de par la liquidité que ça permettait d'apporter sur le marché secondaire et par des taux qui étaient bas. La Grèce a pu s'endetter à des taux très bas, j'y reviens, mais surtout des maturités très longues. Quand vous regardez le taux moyen de maturité, la durée de vie de la dette grecque est parmi une des plus longues d'Europe, aux alentours de... Et sur le 10 ans, on a combien sur le 10 ans grec? Vous êtes à moins de 3%. Donc au niveau de la France. Vous êtes pas loin des niveaux, pas France, parce que vous avez ces 3% de risque. Donc vous êtes plutôt dans des niveaux qui sont en dessous de l'Italie en tous les cas. Au 10 ans français, on est autour de 3%. Donc Oui, non. Vous êtes dans des niveaux qui sont en dessous des niveaux d'Italie. Voilà. Mais la Grèce a pu... Ça mesure le chemin parcouru et ça mesure en effet la confiance, sachant que le retour en catégorie investment grade n'a pas réellement changé les taux d'emprunt qui étaient déjà extrêmement bas pour la Grèce. Il y a toujours aujourd'hui, je parle sous contrôle, autour de 140% de dette rapportée au PIB en Grèce. Est-ce que le pays est définitivement tiré d'affaire aujourd'hui? Après, on parlera des conséquences sociales, mais d'un point de vue financier déjà. Alors, c'est très difficile à dire sur un horizon de temps extrêmement long. Pourquoi je dis ça? Il est clair qu'à court terme, la Grèce n'aura pas et n'a pas de problème financier. Pourquoi? Ils ont un excédent primaire. Alors, déjà, mais il y a eu des très fortes mesures fiscales et surtout un travail qui a été fait sur la dette qui fait que pendant probablement la prochaine décennie, il est très compliqué d'imaginer qu'il peut y avoir un problème sur la dette grecque. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez une situation fiscale rétablie, ou saine, on l'appelle comme on veut, que les fondamentaux de votre économie sont solides sur le long terme. Pourquoi je dis ça? L'économie grecque reste encore très exposée au tourisme. Alors, on peut se battre sur la composition du PIB. Généralement, on aime à dire que c'est autour de 25%. Je dis on peut se battre parce qu'il y a beaucoup d'industries, dont l'industrie de la construction, qui dépendent aussi beaucoup du secteur du tourisme. Mais donc, il est encore très fortement dépendant du tourisme, donc quelque part peu diversifié, et avec une valeur ajoutée qui n'est pas encore suffisamment forte pour qu'avec confiance, on puisse dire que sur le long terme... La croissance est revenue. On a eu entre 2, 3, 4% de croissance. Oui, alors il est vrai que la croissance en Grèce est en effet plus forte que dans certains pays européens, c'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut toujours regarder, quand on parle de croissance, de où on part. Parce que je peux, par exemple, dire que le Venezuela a une croissance de plus de 20%. Mais bon, on part de très très bas. À l'époque de 2000, au moment de la restructuration, le PIB, l'activité a chuté de 30%, c'est ça? Oui, alors, puisque vous me parlez de PIB, très intéressant de noter que le PIB de la Grèce n'est toujours pas revenu
au niveau d'avant-crise. Donc ça, c'est aussi quand même une donnée à avoir en tête, alors que si vous le regardez sur même période, si vous prenez la France, le Portugal, l'Allemagne, tout le monde a augmenté dans des par rapport à 2013, 2015, par rapport à 2015. Oui, et même avant, si vous voulez, parce que la crise les prémices étaient déjà peut-être là avant. Mais en tout cas, alors qu'il y a eu des augmentations de 10%, 15%, 20% du PIB dans d'autres pays européens sur cette même période, la Grèce est encore en deçà de ces niveaux de crise. Mais c'est vraiment la structure de l'économie qui est à regarder. Il y a eu des réformes du travail particulièrement importantes qui ont été faites. Donc il y a eu des choses... Le taux de chômage est monté jusqu'à 27%. Aujourd'hui, je pense autour de 10-11%. Oui, on est satisfait ou on se dit qu'il y a beaucoup de précarité? Alors il faut regarder derrière les chiffres. On peut se satisfaire d'un chiffre, mais quand on le regarde, en effet, il y a une très très forte précarité dans le niveau de l'emploi en Grèce. Beaucoup de gens ont plusieurs jobs à la fois. Et il y a d'ailleurs possibilité tout à fait légale de cumuler plusieurs emplois. Et si on parle aussi du salaire moyen, il est aussi en dessous du salaire que les Grecs recevaient avant la crise. Donc on n'est pas revenu à des niveaux d'avant-crise dans les salaires. Alors, il faut évidemment se réjouir de la baisse du chômage. Mais en effet, ça va avec une beaucoup plus grande précarité, de par ce cumul d'emplois et aussi par des lois du travail qui sont particulièrement favorables aux entreprises. Par exemple, elles peuvent licencier sans aucune compensation durant la première année d'embauche. La Grèce est également une économie où il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc c'est aussi un point à regarder, parce que les auto-entrepreneurs ont un travail tant qu'ils ont leur entreprise ou tant qu'ils ont leur activité, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc le profil, Anne-Laure Kichel, de la Grèce financier n'est plus inquiétant, mais le prix à payer, quelque part, les coupes dans les traitements des fonctionnaires, on l'a vu, les retraites, la précarité, on en a parlé ensemble, le prix à payer pour redresser les comptes publics grecs est phénoménal. Et c'est vrai que beaucoup de Grecs ont le sentiment d'avoir vécu un déclassement brutal et sans précédent. C'est une réalité, ça. C'est une réalité absolument factuelle, tout comme ils ont aussi l'impression que ça va mieux que pendant la crise. Donc voilà. Mais en effet, ce qui est toujours très intéressant en économie, c'est de regarder les choses sur le temps long. Parce que finalement, la sortie de la crise est symboliquement entérinée en Grèce en juin 2018, puisque c'est à ce moment-là où on sort des programmes. Si vous comparez programme de tutelle de la Troïka, exactement, BCE, exactement. Et FMI, exactement. Europe. Ça. Donc si vous regardez 2018, maintenant, allez, appelons ça fin 2023, parce que 2024 vient c'est finalement à la fois long et pas long. Et c'est une période où la Grèce, parce qu'il y a eu le Covid, a pu aussi faire des mesures d'appui et d'aide quand il y avait besoin de soutenir l'économie, qui n'auraient pas été permis ou possibles sans ces circonstances exceptionnelles. Donc cette période-là, elle permet déjà de voir certaines choses, ce qu'on dit sur la structure de l'économie, mais ça ne permet pas encore de voir, et j'espère que ça sera minimisé, mais les conséquences de certaines coupes qui ont dû être faites, tout simplement. Voilà, éducation, santé. Alors, santé, c'est assez visible à partir du moment où il y a des choses extrêmement claires dans les hôpitaux publics grecs où vous avez moins de scanners, vous avez des choses très concrètes qui ne sont plus là, qui étaient là précédemment. Et vous avez beaucoup de systèmes aussi privés qui ont pris le relais du système public. Sur l'éducation, c'est des rythmes et des cycles beaucoup plus lents. On voit beaucoup plus difficilement les conséquences. Mais par exemple, y avait des mesures qui avaient été demandées qui ont fait qu'un professeur de maths enseigne dans 3 lycées. Et donc c'est un professeur, 3 lycées. On voit ce prix, Anne-Laure Kichel, à payer, qu'ont payé, ces sacrifices qu'ont payé les Grecs pour redresser les comptes publics. On se dit, il n'y avait pas d'autre solution. Certains m'ont dit, parce que j'étais en Grèce, effectivement, pendant les vacances, m'ont dit, mais on aurait préféré faire défaut, finalement, faire faillite. Bon alors, on fait toujours dire à l'histoire, donc il faut faire très très attention. Il n'y a pas d'alternative ? Non, il y avait des alternatives. Si on est très clinique, il y avait une alternative qui consistait à dire on sort de la zone. C'était toujours une possibilité théorique. Est-ce que pratiquement elle était... C'est même, on dit oui, mais nous on fait que du tourisme, donc tant mieux, vous les Français, les Italiens, vous viendrez en vacances, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Oui, alors ce qui est dit là, et là où c'est très intéressant, c'est ce que ça montre, c'est toute l'interrogation autour de la construction de l'euro. Au moment où l'euro a été créé, et les parités qu'il a fallu mettre à un moment donné, et qui après
c'est ça qui est aussi intéressant. Une monnaie, c'est quelque chose de vivant, tout comme les économies sont quelque chose de vivant. Est-ce on savait prédire que les économies, mais ça c'est espagnol, grec, italienne, etc., iraient dans ce sens-là quelques années après? C'est difficile. Mais pour certains pays, et la Grèce en fait partie, au moment de la création de l'euro est en fait, entre guillemets, pour eux, une monnaie étrangère, c'est-à-dire quelque chose qui est assez décorrélé de leur propre économie. Voilà. Et donc tout ça fait que vous avez des ajustements à faire. Si votre économie est très forte, vous pouvez les faire plus facilement qu'une économie qui est moins diversifiée. Bon, la Grèce a ce qu'on appelle un excédent, on passe à autre chose, public primaire, donc hors coût de la dette, ce qui n'est pas le cas de la France. Et j'en viens à la France. Est-ce qu'on est un mauvais élève en matière de gestion des comptes publics en France quand on a 5% de déficit? Factuellement, oui, puisque 2024, on sera encore dans les derniers de la classe. On est... voilà. Vous en pensez quoi? Je ne sais honnêtement pas ce qui est un bon ou un mauvais élève. Parce que je pense qu'en termes de politique publique, il y a des choix politiques à faire qui orientent après ce qu'on fait. On veut un État social qui a certaines fonctions, ou on n'en veut pas. Et c'est un choix politique qui doit être fait. Tant sur le périmètre de l'État, c'est-à-dire quelles sont les fonctions que l'État doit assumer et quelles sont les fonctions que le privé doit assumer. Et une fois qu'on a ça, comment rend-on notre État performant? C'est-à-dire comment remplit-il les fonctions qu'il doit remplir? À partir du moment où vous avez posé cette équation, qui est un choix politique, qui probablement se décide dans les urnes, vous avez des modes de gestion complètement différentes. J'ai toujours beaucoup de recul par rapport aux chiffres, parce qu'on peut avoir des dettes extrêmement élevées. C'est le cas des États-Unis. Il y a même des gens qui disent que la dette n'est pas soutenable. Donc on peut avoir, et au Japon, des taux encore plus élevés qu'aux États-Unis, et avoir un équilibre financier. Il y a une limite ou pas? C'est intéressant, parce qu'il y a une limite ou pas à la dette publique? Parce qu'en très longtemps, le FMI nous avait dit, au-delà de 100% de dette publique pour un pays, ça va mal se passer. Les Japonais, mais c'est très particulier le cas du Japon, ils sont à 200%, mais la dette, elle est nationalisée, entre guillemets. Oui, exactement. Il n'y a pas d'investisseur étranger qui détient... Absolument. Mais c'est justement pour ça qu'il y a, selon moi, pas de chiffre. J'ai jamais cru qu'il y avait un chiffre magique. Ça n'existe pas, un chiffre magique. Déjà, parce que dans l'absolu, il n'y a pas de chiffre magique. Et au-delà de ça, une année, on peut consentir pour la transition écologique, parce qu'on peut remettre... Et la France a souvent été en dehors des clous, et s'il y en a en Europe qui ne respecte jamais ses engagements et qui est toujours au-delà de la moyenne européenne en matière de déficit public, c'est la France. Oui, mais dans les moyennes... C'est un problème. Non, si la politique est cohérente. Parce que dans les moyennes, il faut se méfier des choses. Quand on a des investissements à faire, c'est pas du tout important d'être dans la moyenne. On peut être au-dessus de la moyenne. Quand on n'a pas besoin de faire... Une transition écologique à financer, notamment. Ou parce qu'on a des grands investissements, des grands chantiers, de l'infrastructure, enfin ce qu'on décide bon pour le pays. Donc c'est pour ça que non seulement il n'y a pas de chiffre magique, mais il n'y a pas de limite à ne pas dépasser. La seule limite ou la seule barrière ou la seule qu'on doit se mettre, c'est qu'il faut qu'on soit toujours en capacité de pouvoir rembourser notre dette. Parce que si pas la refinancer, pas la rembourser, la refinancer. Oui, alors justement, j'allais y venir. Donc rembourser... Oui, mais parce qu'un État ne rembourse jamais ses dettes. Un État réemprunte, la refinance ad vitam aeternam. Oui, enfin, c'est une forme de remboursement. donc, en effet, que le remboursement se fasse comme ça, parce que certains États le font sans se refinancer derrière. Mais en effet, les États européens et la France, mais elle n'est pas la seule, se refinancent régulièrement sur les marchés. Et donc, c'est une forme de remboursement. Tant qu'on peut le faire à des conditions qui sont des conditions suffisamment solides, maîtrisées, qui font que ça occupe certes une place dans le budget de l'État, mais c'est considéré comme quelque chose d'efficace, il n'y a quelque part pas de sujet. Le sujet sur... C'est le cas de la France, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. La France, l'écart de taux de financement entre l'État allemand et l'État français, on est à peu près toujours dans cette même épure. Oui, et même ça, faisons aussi attention à ce que ça veut dire et comment on le regarde. Les récents événements nous ont montré combien l'économie allemande pouvait avoir de fragilité, en particulier sur son équation. Ils ont plus de marge de manœuvre budgétaire que nous. Bien sûr, mais ils ont construit une économie sur quand même un avantage énergétique sur lequel nous ne l'avons pas construit. Oui. Et on pourrait commenter sur l'avantage de prix, et on pourrait commenter sur l'avantage d'accords commerciaux que nous n'avons pas fait. Nucléaire versus gaz russe. Oui, mais aussi sur des accords commerciaux qu'ils ont pu faire avec la Chine, qui n'étaient pas forcément les mêmes accords commerciaux que nous avons fait. Donc ces choses-là sont très complexes. Donc oui, théoriquement, en dette sur PIB, il y a des marges de manœuvre, bien sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on doit s'affoler, on doit dire il faut faire... Encore une fois, il n'y a pas de chiffre. Parce que ma question derrière, c'est de se dire, bon, la Grèce, a priori, c'est résolu.
s'il y avait un problème, s'il y avait un craquement qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais enfin un peu de prospective, Anne-Laure Kiechel, quel est le pays, entre guillemets, dans le profil financier, possiblement inquiète le plus? On avait parlé de l'Italie, mais l'Italie, ils ont un excédent, encore une fois, primaire. Non, alors, l'Italie, en effet, souvent été vue comme le pays le plus vulnérable de par la part de sa dette. Mais, et vous l'avez évoqué, très important, l'Italie a travaillé de manière constante, cohérente, depuis Mario Monti, à renationaliser une part importante de sa dette et donc minimise son risque de par cette décision politique qui a été assumée par tous les gouvernements italiens qui à quelle hauteur? Quasiment aux 2 tiers. Donc c'est alors ils n'étaient pas descendus trop bas non plus, mais 2 tiers de la dette italienne est détenue par des mains italiennes. Ouais. Donc c'est le contraire en France, c'est le contraire. Non, on est à 52. Enfin, je n'ai pas regardé les chiffres récemment, mais de tête, on est à 52%. Donc on a aussi, enfin, on est resté globalement, on a dû osciller historiquement entre 45, 47 et ce 52 qui est plutôt un pic. Plutôt que, enfin, dans l'histoire récente que... Donc il n'y a aucun pays en Europe qui, dans le profil financier, mérite d'être scruté? Pas immédiatement, en regardant l'équilibre aussi européen, de la globalité de la santé des pays, parce que le sujet est plus la question de la croissance de la zone euro plutôt qu'autre chose. Qui a totalement décroché quand on regarde par rapport aux États-Unis, mais c'est affolant d'ailleurs de se dire que ça fait encore une décennie perdue. On a quasiment 2 points de PIB chaque année d'écart de croissance. Qu'on explique comment d'ailleurs? Zone euro versus Europe versus États-Unis. Alors, en effet, qui a décroché. Juste, je me permets de revenir peut-être sur un pays qui était peut-être moins regardé. On a beaucoup parlé d'Espagne. Et pendant la crise des dettes, l'Espagne et le Portugal font extrêmement bien en termes de performance économique et aussi en termes de ce qu'on appelle le policy mix, donc de choix de politique économique, et sont de très très bons élèves de l'Europe. Au prix d'une précarité aussi, au prix d'une précarité ou pas? Non, avec pas mal de lois sociales qui ont été passées, des lois sociales extrêmement ciblées. Par exemple, le gouvernement Sanchez, quand il y avait les pics d'inflation qu'on a connus, a fait du soutien à la consommation sur des choses extrêmement ciblées. Et en particulier des denrées alimentaires, etc. Non, c'est vraiment des politiques qui, quelque part, ont trouvé leur équilibre dans la culture du pays. Mais on parlait des États-Unis. Les États-Unis, quel est leur grand avantage? C'est le dollar. Oui. Donc c'est pour ça que quand Powell dit la dette est insoutenable, il le dit parce qu'il dit que la dette croît plus vite que l'économie. Bon. Donc on peut comprendre le raisonnement. Mais à partir du moment où vous avez la monnaie qui, pour le moment, est la monnaie dominante et que vous pouvez jouer de votre taux de change, entre guillemets, un peu comme vous voulez, et que vous pouvez continuer à imprimer de la monnaie, c'est un avantage extrêmement important. Donc si on peut regretter, ou si en tous les cas on peut s'interroger en Europe, c'est pourquoi l'euro n'est pas ou ne cherche pas encore plus à devenir une monnaie, j'aime pas le mot alternative, mais une monnaie tellement forte dans les transactions internationales, économiques, dans les flux, en termes de commerce, en termes de flux financiers. Absolument, oui, commerce, flux financier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître probablement encore plus une question de confiance. Oui, d'attractivité, de promotion, de pousser plus l'euro que d'accepter du dollar dans les transactions. Et donc ce différentiel de croissance des deux côtés de l'Atlantique, on l'explique comment, in fine? C'est une question de politique monétaire, de politique budgétaire? Oui, politique monétaire et budgétaire aux États-Unis sont quand même extraordinairement liés. On est beaucoup plus orthodoxe dans notre manière de traiter les choses en Europe. Et oui, une plus grande souplesse autour de ça et de plus grandes possibilités de manœuvrer. Les Américains ont quand même rappelé 7 à 8% de déficit public et personne ne les en mettait because of the privilège exorbitant du dollar. Oui, et aussi, ils ont une indépendance énergétique, n'oublions jamais, ils produisent... Retrouver. Oui, retrouver, voilà. Donc, ils ont, on va dire, beaucoup de leviers à leur disposition pour pouvoir gérer tout ça. Avant de se quitter, Anne-Laure Kiechel, dans la cartographie aujourd'hui, puisque vous avez une vision très macro dans tous les pays du monde aujourd'hui, du point de vue des risques financiers, quels sont les pays qui sont les plus fragiles quand on élargit le scope? Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde, alors j'aime pas cette dénomination émergent parce qu'elle est vraiment extrêmement large, mais on a des pays qui se portent extrêmement bien. Le Brésil se porte extrêmement bien, le Mexique se porte extrêmement bien, peut-être on n'en parle pas assez. L'Indonésie, parlons-en aujourd'hui puisque c'est les élections, a des perspectives extrêmement prometteuses. L'Inde, à plus de 6% de croissance, a très largement bénéficié des événements en Ukraine et a pu se fournir
c'est fourni auprès de la Russie à des prix qui étaient particulièrement bas. Donc il y a des pays qui sont en difficulté, restructurent leurs dettes, ont fait défaut, enfin, c'est le cas du Ghana, enfin, ces exemples sont connus, l'Éthiopie a fait défaut sur son eurobond, donc la Zambie est en train d'essayer de restructurer sa dette et y travaille depuis plusieurs années. C'est des situations qui sont identifiées. Après, il y a des pays plus fragiles économiquement, l'Égypte en est un, quand on regarde les grandeurs macro, mais très très soutenu, en particulier par les pays du Golfe. Donc, il y a le risque théorique et le risque réel, puisque quand on a des possibilités de se financer ou des gens qui sont prêts à soutenir, évidemment, ça minimise le risque. Donc, les risques, il y a des risques, c'est évident, mais ils sont déjà beaucoup plus ponctuels que globaux. Et il y a des économies qui sont des économies que je n'appellerais pas surprenantes, parce qu'ils y travaillent depuis un moment, mais qui ont beaucoup plus surperformé, et peut-être dont on parle le moins, je disais Inde, Brésil, Mexique, pour ne prendre que celle-là. On pense l'Inde, il y a une compétition entre l'Inde et la Chine en matière de bourse. Est-ce que la Chine, on pense quoi du profit financier de la Chine aujourd'hui avec cette histoire de croissance qui ne fait que ralentir Oui, alors un immobilier qui est en... Sur la croissance chinoise, je me permets juste de rappeler qu'on est à des taux, certes en dessous de 5%, mais on est très proche de 5%. Il y a toujours un débat sur les chiffres. Bon, on aimerait bien avoir une croissance de 5% en Europe. Donc, la Chine est dans un phénomène depuis plusieurs années de sortir la plupart de sa population de la pauvreté, le réussit avec un grand succès à développer des leaders mondiaux, des géants mondiaux dans plusieurs domaines, dont certains qui sont des domaines très à la pointe et très, très en demande. Il y a encore du travail à faire en interne, et donc il y aura aussi une croissance qui sera soutenue par la demande interne et par la propre croissance. Donc pas d'inquiétude sur la Chine? Pas d'inquiétude durable. Qu'il y ait des crises, quand vous avez notamment immobilière. Autant... Oui, mais c'est normal. Quand vous avez autant fait travailler votre économie, c'est des phases complètement normales. On l'a vécu nous-mêmes. Donc qu'il y ait des je ne sais pas si vous l'appelez ça mini-crise, mais qu'il y ait des crises circonstancielles. Et en effet, il y a une crise immobilière. En effet, il y a un système bancaire qui a ses forces et ses faiblesses. Tout ça est correct. Mais est-ce que ça veut dire que la Chine a un problème sur le long terme? Non, la Chine n'a pas un problème sur le long terme. Elle aura des crises ponctuelles qu'elle résoudra, soit en les anticipant, soit en les résolvant quand elles se présentent. Mais la solidité et le déploiement de l'économie chinoise, sa composition, sa structure, et encore une fois la création de géants dont peut-être on ignore même les noms, nous, mais qui sont vraiment des leaders mondiaux qui exportent partout dans le monde, les prémunit justement dans cette vision à long terme. Les marchés qui attendent d'ailleurs une grosse IPO cette année aux États-Unis de Chine, qui donc pourrait s'introduire notamment peut-être à Wall Street. Merci beaucoup pour cet entretien. Anne-Laure Kichel, donc présidente de GSA Global Sovereign Advisory, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.